Le rendez-vous de l'Observatoire Crédit Logement CSA, quatrième trimestre et année 2020. Jean-Marc Villon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Crédit Logement. Une première question, comment voyez-vous les perspectives économiques sur 2021 et 2022 ? Écoutez, avant de parler de 2021 et 2022, je vous propose de revenir une seconde sur 2020, parce qu'on a vécu d'abord une chute majeure de notre activité économique, d'abord à partir du premier confinement, ensuite un très net rebond de l'activité de juin à septembre, et puis ce second confinement qui a marqué un nouveau coup d'arrêt, même s'il a été inférieur à ce qui était attendu, et finalement ça a été une bonne chose. Et donc sur l'ensemble de l'année 2020, aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire que le PIB a reculé environ de 9% sur l'ensemble de l'année. Déjà, c'est moins pire que certaines prévisions qui étaient affichées au printemps, mais ce qui est certain, c'est qu'on part d'un niveau extrêmement bas. Donc à partir de là, il est logique d'imaginer, de voir une reprise en 2021, mais évidemment, celle-ci, elle va dépendre fortement de l'évolution de la pandémie et du contrôle qu'on va avoir sur cette pandémie. Les scénarios centraux qu'on peut observer aujourd'hui, c'est d'envisager que grâce au déploiement généralisé des vaccins, on aurait un contrôle à partir du deuxième semestre de l'année 2021. Et dans ces conditions-là, ce qu'on peut espérer, c'est une croissance du PIB assez significative, autour de 5%, alors à la fois en 2021 et peut-être aussi en 2022, ce qui nous permettrait de retrouver courant 2022 le niveau de croissance qu'on avait avant la crise. La difficulté clairement qu'on a en 2021, c'est que le scénario central dont je viens de parler, au final, on n'en est pas certain. Alors, on n'est jamais certain des prévisions économiques, mais cette année en particulier, et évidemment, tout ça va dépendre de la façon dont la pandémie est contrôlée ou pas contrôlée. Et ainsi, d'ailleurs, la Banque de France a imaginé un scénario dit sévère, dans lequel le virus circulerait encore avec un haut niveau de virulence en France et dans le monde en 2021. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir une croissance qui soit nulle, voire négative sur l'année. Donc, c'est un scénario là beaucoup plus compliqué. Alors, on va en rester pour l'instant, nous, au scénario central, qui nous paraît quand même réaliste, crédible, et on a envie d'y croire. Mais dans ce contexte-là, un point qui va nous intéresser particulièrement dans nos métiers, c'est l'évolution du marché de l'emploi et principalement le taux de chômage. Euh, alors évidemment, le chômage, il a déjà commencé à monter, il va continuer à monter, et ça malgré tous les dispositifs d'activité partielle qui ont été mis en place et toutes les aides qui ont été données aux entreprises. Donc ça permet à court terme de limiter la détérioration du marché du travail, mais on sait bien que celle-ci, elle a commencé à se produire, elle va se poursuivre, et ce qu'on envisage, c'est effectivement en 2021 d'avoir un pic sur le chômage aux alentours de 11% au courant du premier semestre, et puis ensuite un reflux progressif qui pourrait nous ramener aux alentours de 9% d'ici 2022. Voilà, mais bon, c'est des scénarios quand même un petit peu compliqués. D'accord. Et alors, quelles seront les conséquences de la crise économique sur le marché de l'immobilier ? Alors, évidemment, il y a un lien très direct entre l'économie et le marché immobilier. Là aussi, pour bien comprendre, je pense qu'il faut revenir quelques secondes sur 2020. Euh, on a eu un blocage absolument majeur du marché, hein. Les ventes ont baissé de 40% au printemps 2020. Et ce qu'il y a eu finalement d'intéressant, c'est que ça a été un choc qui a été court, extrêmement fort, mais au fond assez limité parce qu'il y a eu un vrai rattrapage très fort à partir de la fin du printemps. Et au fond, le plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu d'effondrement du marché. Donc il y a eu un gros trou d'air, et puis derrière, on est reparti. Et finalement, on a retrouvé un rythme sur le marché dans le courant de l'été qui n'était pas si loin que celui qu'on pourrait connaître au courant de l'année 2019. Et donc, on a eu une dynamique, j'allais dire, relativement correcte au deuxième semestre. Donc oui, bien sûr, ça a amené un marché globalement en baisse de manière importante, de 15 à 20% sur l'ensemble de l'année.
mais c'est finalement là aussi moins pire que ce qui aurait pu être envisagé. Et puis si on regarde pas simplement les volumes, mais les prix, finalement en 2020, les prix se sont plutôt bien tenus, ce qui est un signe positif pour un marché, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf, même si bien sûr, à partir de la crise du Covid, et principalement sur le second semestre, on a vu une certaine modération des prix, mais on n'a pas vu d'effondrement des prix. Et clairement, ça a permis de démontrer une fois de plus qu'il n'y a pas de symptômes de bulle, il n'y a pas de financement excessif, il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas d'emballement généralisé sur le marché de l'immobilier. Il y a eu des baisses ponctuelles à certains endroits sur des marchés qui quelquefois étaient un petit peu surévalués, à Paris, Bordeaux, Lyon ou Nantes, mais ce ne sont pas des reculs généralisés des prix, et même les baisses ont été très ponctuelles et suivant les indicateurs ou les baromètres regardés, on avait soit des baisses très ponctuelles, soit des stabilisations. Donc au final, une année 2020 très marquée par la crise économique liée à la crise sanitaire, mais où finalement le marché a plutôt bien résisté. Et donc finalement pour 2021, si on regarde les choses de façon objective, bien sûr, il y a des freins à la reprise sur le marché de l'immobilier. L'environnement économique est très dégradé, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas le détailler plus. Et puis cet environnement économique dégradé, c'est forcément quelque chose qui pèse pardon, sur la confiance des ménages. Il y a forcément une dégradation de la confiance des ménages. Donc ça, c'est un premier frein. Un deuxième frein qui est que dans le neuf, là, on a un problème d'offre avec une insuffisance de l'offre qui était déjà en partie présente avant la crise, mais qui va s'aggraver parce que on a eu, pendant la crise sanitaire, un recul des permis de construire et puis, on a eu, des retards dans la construction qui font que du côté du neuf, il y a un problème d'offre. Donc ça, c'est aussi un frein très très net. Et puis le troisième frein, il est autour des conditions de financement. Alors c'était sans doute encore un frein qu'on pouvait envisager au 2e semestre 2020. Maintenant en 2021, je pense que ce frein, il est en partie, levé puisqu'on a vu que le Haut Comité de stabilité financière avait revu ses recommandations. Ceci étant, dans un contexte économique dégradé, on aura forcément, du point de vue, des banques, des conditions d'octroi qui, seront plus attentives, quant à la qualité des dossiers apportés. Mais en face de ces quelques freins, moi je pense qu'on a encore beaucoup d'éléments favorables. D'abord, tous les facteurs structurels de soutien qu'on connaît, pour le marché de l'immobilier en France sont toujours présents. La démographie, va dans le bon sens par rapport aux besoins dans l'immobilier. La préparation de la retraite est toujours un vrai sujet et l'immobilier joue un rôle évidemment central à la constitution du patrimoine. Et puis, je pense également que le côté valeur refuge de l'immobilier, finalement, il a été encore renforcé par la crise sanitaire. La crise sanitaire, elle est par nature anxiogène. Et puis pendant cette crise sanitaire, on a vu que les marchés, financiers ont beaucoup bougé, à la baisse, à la hausse, mais en tout cas, ils ont été, très très chahutés. Et donc l'immobilier, bah, une fois de plus, il rassure par un côté, tangible, par des évolutions, régulières, par un rendement qui est finalement assez, attractif et puis une valorisation qui est plutôt favorable sur longue période. Donc ça, c'est vraiment un premier facteur très fort de soutien au marché. Deuxième facteur de soutien au marché, évidemment, le financement du crédit à l'habitant en France, c'est un financement responsable, c'est un financement prudent, je l'ai dit tout à l'heure, il y a pas de bulle et donc on peut compter sur la capacité des banques à continuer à accompagner le marché. Ce d'autant plus, et c'est le troisième élément favorable, que les taux de crédit vont rester bas. Les taux d'intérêt sont structurellement bas et les taux de crédit immobilier vont suivre cette tendance de taux extrêmement bas avec, et on l'a vu d'ailleurs déjà sur toute l'année 2020, donc en 2021, on profitera toujours de cet effet positif. Et puis, dernier point, globalement, on a une capacité d'achat au niveau des ménages qui reste assez acceptable et des prix qui, globalement, sont pas surévalués dans l'immobilier. Il y a quelques endroits, bien sûr, et on parle souvent médiatiquement beaucoup plus de ces quelques villes où les prix ont beaucoup monté,
Mais globalement, quand on regarde la situation de l'ensemble de la France, il n'y a pas de surévaluation sur les prix. Voilà, donc globalement, on a un contexte qui est plutôt positif, mais en face de ça, on a une conjoncture économique évidemment très dégradée. Et donc, nous, notre vision sur le sujet, c'est que l'un doit pouvoir équilibrer l'autre et que donc on puisse avoir un marché en 2021 qui soit assez stable. Euh, et évidemment, tout ça dans un contexte économique qui est incertain et donc cette incertitude, ben, on verra comment elle se développe au cours de l'année, si elle se résout ou si elle ne se résout pas, et ce que ça pourra influer sur le marché de l'immobilier. Mais si on est sur le scénario central que j'évoquais tout à l'heure en termes de croissance économique, alors on peut imaginer que le marché soit stable sur l'année 2021. Mais faut-il craindre une hausse des risques sur les crédits immobiliers accordés ces dernières années? Et si oui, jusqu'à quel point? Bah, écoutez, je pense que si on regarde les choses objectivement, à date, à l'instant, on n'a aucune hausse du risque sur le crédit immobilier et je dirais que même au contraire, compte tenu des soutiens qui ont pu être, mis en place, que ce soit par les pouvoirs publics ou de l'accompagnement par les banques, on a même plutôt un risque qui a baissé encore en 2020. Donc on est, sur une situation qui est très saine avec des niveaux de risque qui sont très bas. Ceci étant, il faut être réaliste, hein. Il est évident qu'il va y avoir une hausse du risque à partir de 2021. Il ne peut de toute façon pas en être autrement, hein, dans un contexte économique dégradé, un taux de chômage qui augmente. Mais ceci étant, moi, je ne suis pas pessimiste par rapport à ce sujet. Euh, je n'anticipe pas, nous n'anticipons pas une crise immobilière majeure. Je l'ai dit et je le redis, les fondamentaux restent sains, que ce soit du côté du marché, que ce soit du côté du financement. En plus, on voit qu'il y a eu des mesures de soutien importantes. Et donc, les défauts, oui, vont augmenter, mais de notre point de vue, ils devraient augmenter de manière mesurée. Mesurer, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on n'imagine pas une hausse qui soit supérieure à ce qu'on a pu connaître après la crise de 2008 et les conséquences qu'elle a pu avoir sur l'économie française dans les années qui ont suivi. Alors, évidemment, ça a été un peu significatif à ce moment-là, de la même manière que ça sera significatif avec le Covid, mais ça reste tout à fait absorbable par un système financier qui est aujourd'hui suffisamment solide pour pouvoir faire face à cette situation. Comment analysez-vous l'évolution de la position du HCSF sur ces recommandations et quel impact cela aura-t-il sur le marché? D'abord, moi, je pense qu'il est positif de voir que les autorités ont su faire évoluer leur position avec pragmatisme. Les évolutions qui ont été décidées en décembre 2020, au fond, conservent les principes directeurs qui avaient été édictés un an auparavant, mais en fait, ces principes, dans leur déclinaison opérationnelle, ont été adaptés à la réalité et aux besoins du marché. Euh, En effet, je dirais pour moi, jusque-là, ces recommandations, évidemment, comme on l'avait annoncé, elles ont contribué à freiner le marché et elles ont conduit à une exclusion de certains primo accédants, notamment aux revenus les plus modestes. Ça, c'est pour 2020. Mais telles qu'elles ont été retouchées, je pense qu'elles ne sont pas un frein supplémentaire par rapport à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Euh, Je vais dire différemment, la production, l'activité actuelle du marché de l'immobilier et de son financement correspond peu ou prou aux critères et aux limites telles qu'elles sont redéfinies actuellement. Donc évidemment, ça ne va pas permettre de faire revenir en masse certains profils modestes qui ont pu être exclus du marché en 2020, mais au moins ça ne conduira pas à en exclure de nouveaux. Donc au final, cette évolution quant aux recommandations du HCSF, nous on le considère comme quelque chose de plutôt positif, même si bien sûr, comme on l'a déjà dit il y a plus d'un an, résumer l'analyse du risque finalement à la durée et au taux d'effort, bah, c'est forcément un peu fruste par rapport à tout ce qu'il faut intégrer dans cette analyse. Mais ceci étant, ces recommandations ont été décidées par les autorités, elles existent et font partie de notre environnement.
et telles qu'elles ont été donc adaptées, je pense qu'elles ne sont pas un frein à ce que le marché garde une dynamique correcte en 2021. Jean-Marc Villon, merci et à bientôt. À bientôt. Le rendez-vous de l'Observatoire Crédit Logement CSA, quatrième trimestre et année 2020.